À propos des influences, je ne peux pas dire qu'il y ait eu un auteur qui m'a marqué particulièrement. Et on prend des auteurs et ce qui correspond le plus à ses propres affinités. Et il y a beaucoup de titres de différents auteurs qui m'ont beaucoup inspiré. Et par exemple, je pourrais citer de but en blanc comme ça Césaire, avec le cahier de retour au pays natal, et qui est pour moi un texte que je relis souvent, et parce que je ressens le besoin de l'approfondir de plus en plus, d'approfondir son style, ce qu'il y a de profond en lui, qu'il a exprimé dans le cahier. Mais il y a aussi d'autres auteurs. Par exemple, il y a un auteur qui ne m'a pas tellement attiré, mais cependant dans l'un des poèmes, et je parle d'Aragon, dans l'un des poèmes m'a vraiment beaucoup marqué. Et je me plais beaucoup à dire le poème de cet auteur. C'est de la fausse pluie qui tomba sur une ville de pierre, non loin de Brocéliande. À cause de son harmonie imitative que je retrouve et à cause de l'importance du son par rapport au sens. On sent que l'auteur est beaucoup plus, pour s'exprimer, a beaucoup plus mis le point sur le son plutôt que le sens. Par exemple, il y a un endroit où l'auteur dit « Et la grêle a ri de toutes ses dents de grêle, de toutes ses dents de grêle a mordu le bonheur à pleines dents, relevé sa gueule de grêle avec de l'espoir broyé dans les dents, secoué ses cheveux de grêle au-dessus du grabat grondant. » Et des allitérations aussi percutantes comme ça, ça me plaît beaucoup et c'est un peu ce que j'essaie autant que possible de faire parfois quand j'écris. Mais d'autres auteurs, comme à peu près presque tous les écrivains qui ont écrit des romans, ont été très marqués par Garcia Marquez, Cent ans de solitude, ou bien par comment s'appelle encore cet auteur, celui qui était le ministre de Gaulle et qui a écrit ce roman formidable, Malraux, André Malraux, et qui a écrit, je ne me rappelle pas très bien le titre, enfin, passons. Et voilà, pour ce qui concerne les influences, et je me rappelle j'étais très marqué par la philosophie de l'Inde, des philosophes de l'Inde, Vivekananda par exemple, Krishnamurti aussi, mais plus Vivekananda. Et mes écrits ont été absolument influencés par la philosophie de l'Inde. Pour ce qui concerne mon environnement et personnel,
ce qui m'attire le plus dans mon environnement, c'est celui que je crée autour de moi. C'est que je ressens le besoin de créer un environnement dans lequel je me retrouve et dans lequel je vis et que je me retrouve en même temps. Donc, ce serait là où je suis en ce moment, l'engouement avec le théâtre, et avec les arbres, avec les animaux qu'on y retrouve, et les varans, le python, les oiseaux, les singes, et toute cette nature environnante. Voilà un environnement dans lequel je peux dire que je me plais et où j'aime me retrouver. Ah, c'est difficile de parler de soi. Toujours difficile parce que parfois on perd la mémoire de ce qu'on a été dans l'enfance, de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Mais en même temps, on est sollicité par le désir de parler de son enfance ou de se remémorer son enfance. On est très impliqué, très sollicité par cela. Mais mon enfance, ce serait difficile de parler d'un quartier en particulier parce que nous avons tellement dans la famille changé de quartier qu'il me serait difficile de parler d'un quartier en particulier. Et au plus lointain, au plus loin de mon enfance, lorsque j'avais à peine commencé les bancs de l'école, eh bien, j'habitais au centre-ville de Port-au-Prince, à la rue Bonnefoy. Mais je me rappelle avoir habité avant la rue Bonnefoy et dans une rue qui s'appelait la rue du Peuple. C'était une rue et c'était une maison où il y avait des figures comme des masques sur le fronton de la maison. C'est la rue qui monte vers le Bel Air et qui aboutit à la fontaine. Vous savez, c'est cette statue en bronze qui se trouve au Bel Air. Et bon, j'ai oublié déjà le nom de cette statue du Bel Air. Mais on n'était pas loin de la mer. Et ça me permettait beaucoup d'aller driver un peu, dériver, pour dire, au bord de la mer. Je me souviens qu'un dimanche matin, revenu de la messe de Saint-Louis de Gonzague, et à l'heure où je devais être déjà à la maison, mes parents commençaient à être inquiets de ne pas me voir. Et mes parents, inquiets, sont allés partout s'enquérir du lieu où je pouvais me trouver. Ils sont allés à la gendarmerie, à l'hôpital, et les voisins, personne n'arrivait à leur dire où je me trouvais. Et tout le monde était réuni là et commençait à verser des larmes pour ma disparition, sachant que j'étais un enfant qui inquiétait toujours par mes fugues. Et alors, et puis un beau jour, vers l'après-midi, et la porte s'ouvre,
et j'apparais à la porte avec des pêcheurs qui m'accompagnaient. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la messe, je suis allé au bord de la mer, je rencontre des enfants de pêcheurs, et nous nous sommes mis à vouloir pêcher, faire la pêche. Nous sommes embarqués dans une petite barque qui était attachée à un pieu et qui n'avait pas de rame, et nous envoyons avec passion nos lignes dans la mer, et puis je ne sais plus qui de nous a détaché la barque, et la barque a commencé à dériver dans la mer, et sans que nous nous soyons rendus compte à ce moment. Et ce n'est que arrivé au large, on était déjà bien loin de la rive, lorsqu'on s'est rendu compte vraiment qu'on dérivait. Alors nous étions 4 ou 5, les fils de pêcheurs et moi-même, à piaffer sur le fond de la barque et à héler, à crier de toutes nos forces pour qu'on vienne nous retirer, nous sauver de là. Et des pêcheurs revenaient de la Gonâve et nous ont vus, et comme ça, en train de dériver dans la mer. Et c'est ainsi qu'ils sont venus, ils ont pris la barque, ils l'ont attachée à leur barque, et nous ont ramenés vers la rive. Voilà un souvenir qui m'a beaucoup marqué, et à ce moment-là, car je n'ai pas cessé d'être un enfant fugueur, et depuis l'enfance, depuis ce temps-là. Et puis, après, je me suis retrouvé dans un autre quartier, et ça s'appelait Derrière l'Exposition, près de la Ravine. Et puis de derrière l'Exposition, nous sommes allés au portail Saint-Joseph, où habitaient nos tantes. Et du portail Saint-Joseph, nous avons encore déménagé pour aller au bas peu de choses, c'est-à-dire à l'opposé, dans la configuration, dans la topographie de la ville, on était tout à fait à l'opposé. Et à chacun de ces quartiers, et ça a été une aventure nouvelle pour moi. Mais la plus belle aventure, la plus grande aventure, c'est qu'à ce dernier quartier où nous nous sommes trouvés, c'est-à-dire au bas peu de choses, c'était pas trop loin de la Fleur du Chêne, où habitait René Despestre, où habitait aussi Théodore Becker, et où habitait Kessler Clermont. Et nous tous, nous nous retrouvions sur les bancs du lycée à l'époque, et en seconde et en première, créant un petit cénacle d'études et faisant des conférences sur l'objet de nos propres études, et aussi créant un petit journal qui s'est appelé à cette époque La Ruche. Et c'est de là qu'est parti ce qu'on a appelé en Haïti à l'époque les 5 Glorieuses. C'est-à-dire que nous avons créé ce journal, on nous a permis d'avoir officiellement un journal imprimé, alors qu'avant ce journal était un petit journal manuscrit qui se passait de main en main. Et voilà que ce journal qui célébrait la venue d'André Breton à l'époque en Haïti, le pape du surréalisme, que nous étions tous déjà, et que ce journal a été l'occasion de grandes manifestations des rues qui ressemblent assez curieusement à ce qu'est le printemps arabe actuel,
parce que toute la jeunesse est sortie, et ensuite les employés de l'administration se sont mis aussi en grève, et les ouvriers, ceux qui allaient devenir des ouvriers, qui allaient finir par se réunir en syndicats, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de syndicats dans le pays, les syndicats n'étaient pas autorisés à fonctionner en tant que tels. Et voilà que nous avons été à l'origine du renversement d'une dictature qui n'était pas tellement atroce. C'était une dictature plutôt faible. Hein. Il n'y avait pas de presse, la presse n'était pas libre, il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas de parti politique. Mais les gens acceptaient bien cela à l'époque. Mais comme c'était après la guerre et que nous étions très influencés par les chartes de Chapultepec et la création des Nations Unies, alors à ce moment, notre action a eu un impact extraordinaire dans le pays. Et nous avons été à l'origine du renversement de cette dictature d'Élie Lescaut. Et le pays a connu une ère démocratique dans la suite. Et le pays a beaucoup changé aussi dans la suite. Ça a changé d'allure, a changé d'aspect, de visage. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours été marqué par cette époque. Je me suis toujours ressenti, je me suis toujours senti à l'âge de 18 ans, où je faisais la révolution dans les rues de Port-au-Prince, avec les amis qui sont tous devenus, Jacques Alexis notamment, Gérald Blancourt, Despestre, qui sont tous devenus des gens très connus. Et voilà ce qu'a été un peu mon enfance dans la ville de Port-au-Prince. Lorsque je faisais la révolution en Haïti, et mes amis, mes copains de classe étaient tous beaucoup plus brillants que moi. Et René Despestre était un garçon très brillant à cette époque-là. Et de même que Becker, et encore plus Jacques Alexis, qui était déjà étudiant en médecine, à l'époque poète, écrivain. Et moi, je voulais devenir écrivain aussi, bien entendu. Et il m'a fallu du temps pour vraiment me décider. J'étais toujours pris par tant d'autres choses que la littérature ne m'avait pas encore véritablement élu. Mais le jour, ce n'est que très tard, assez tard. Après avoir connu, bon, d'abord, j'ai fait du journalisme, j'ai appartenu à un parti politique de l'époque, nouvellement créé après la chute de la dictature de Lescaut. C'était La Nation. Et ce journal était le journal officiel du Parti socialiste populaire, apparenté au Partido Socialista Popular de Cuba, dirigé par Blas Roca à l'époque. Mais les dictatures qui s'en sont suivies, parce qu'après les militaires sont revenus et ont repris le pouvoir au civil. Et c'était Paul Magloire
une nouvelle dictature à laquelle nous étions confrontés et que nous combattions de toutes nos forces, de toute notre énergie, au point qu'un jour, nous avons fini par abandonner la partie et les soldats de Magloire sont venus dans les locaux du journal La Nation et à coups de crosse de fusil, ils ont brisé les marbres de l'imprimerie du journal. Ils ont mis dehors tous ceux qui œuvraient dans le journal, à la rédaction du journal, et nous nous sommes retrouvés vraiment en très mauvaise posture, très mauvaise situation vis-à-vis de la société, manque de ressources et subissant le chômage endémique de l'époque et agacé par les sbires du régime dictatorial, nous avons dû gagner l'exil. Nous n'avons pas pu rester dans le pays. Et c'est alors que, vers 1955, nous avons quitté le pays. Et alors, et toujours, je n'avais pas commencé à écrire, mais à faire du théâtre, oui. En Haïti, j'avais déjà commencé à faire du théâtre et de la mise en scène, et à jouer du Molière dans les centres culturels. Et puis, quand j'ai quitté le pays, je me suis retrouvé au Canada. Et du Canada, je suis allé dans d'autres pays, en Europe. Et je passais des années en Allemagne, à l'université Karl Marx. Et j'ai fait mon tour à Moscou, et au temps du festival de la jeunesse, le festival international de la jeunesse. Et de l'Allemagne, c'était l'époque où les pays africains proclamaient leur indépendance, ou la Guinée en particulier, et était confronté à la politique de Gaulle, et la Guinée proclamait son indépendance. Les cadres de la coopération ont été rapatriés. La Guinée s'est retrouvée sans cadre et sans professeur. Et le Sékou Touré de l'époque a fait appel à tous les gens progressistes de par le monde de venir l'aider à construire le pays. C'est à ce moment que j'ai quitté l'Allemagne pour aller en Guinée et servir et devenir professeur d'histoire de l'Afrique et au lycée Donka de Conakry. Voilà, donc je suis arrivé en Guinée en 1960. Après des tribulations en Europe, au Canada et dans le Maghreb, je me suis retrouvé donc en 1960 en Guinée. Et ça a été aussi une expérience intéressante pour moi. C'est là que j'ai commencé vraiment à écrire. Et j'ai écrit une œuvre qui a été très appréciée par Senghor. Ensuite, j'ai écrit une œuvre dont le titre est La légende des Toucouleurs. L'épopée, la grande épopée toucouleur, El Hadj Omar. El Hadj Omar. Et j'ai été assez influencé par des idées
de Pierre Hervé, qui faisait partie du Parti communiste de France de l'époque, mais qui avait été dû quitter le parti parce qu'il était considéré déjà comme un dissident. Il avait écrit un ouvrage très intéressant et qui avait pour titre La Révolution et les fétiches. La Révolution et les... où il essayait d'expliquer que l'idéal, et en particulier l'idéal politique, se pervertit du fait même de sa réalisation. Pour ceux qui essayaient de réaliser leur idéal, et cet idéal finissait par une sorte de pourrissement, et du fait même de sa réalisation. Et ça m'a reporté à Sékou Touré, qui était un homme d'idéal aussi, qui avait un idéal politique très fort, qui voulait reconstruire l'Afrique et qui voulait redonner sa dignité à toute l'Afrique et en particulier à la Guinée. Un idéal très fort, et il a été le premier à vouloir proclamer l'indépendance et à créer un État africain. Malgré l'opposition de la France, encore colonialiste à l'époque, et Sékou Touré, qui avait un si bel idéal, et a fini par devenir un tyran. Un tyran et très méchant, même pour avoir mis en prison de nombreux journalistes. Diallo Telli, à l'époque, qui était un dirigeant d'une organisation internationale africaine. En fait, Sékou Touré était devenu un personnage qui n'était pas loin de ce que faisait Duvalier à l'époque où Duvalier était au pouvoir. Beaucoup de gens en prison, toute l'intellectualité, et mes élèves, des amis, des collègues ont connu la prison en Guinée, et on arrêtait les gens pour rien à cette époque. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire justement El Hadj Omar. El Hadj Omar m'apparaissait comme un personnage de grande facture à l'époque où il vivait, démocrate, libéral avant l'heure, menant une politique favorable aux femmes et aux captifs, aux gens qui étaient considérés comme des esclaves en Afrique à l'époque, et qui devenaient chefs et qui arrivaient à gravir des échelons de la politique. El Hadj Omar, qui introduisait la Tidjaniya en Afrique, qui était une confrérie venue du Maghreb, m'a écrit une lettre, le président Senghor, pour me dire combien il appréciait cette œuvre. Il avait donné des instructions pour monter cette œuvre au théâtre Sorano à l'époque. Puis, plus tard, il a été question, je n'avais jamais encore touché véritablement à la poésie, mais Senghor m'a beaucoup inspiré aussi sur le plan poétique.
Et c'est ainsi que j'ai commencé et que je me suis mis à écrire les poèmes du village de Toubab Dialaho en construisant justement pour la première fois une petite maison au bord de la mer. Et à l'époque, et voilà, c'était le second ouvrage que j'écrivais, les poèmes de Toubab Dialaho. Et puis j'en ai écrit d'autres, notamment Sécheresse, que j'ai commencé à écrire, mais que j'ai mis bien une vingtaine d'années à écrire et à réécrire, à jouer et à rejouer souvent, et parce que c'était pour moi un travail permanent, le travail d'approfondissement de l'écriture. Et je n'étais pas encore suffisamment, et jusqu'à présent je ne me sens pas suffisamment assis dans l'écriture que je vois en prospective. Mais cette œuvre vient d'être publiée par une maison d'édition de France, de Cibourg, La Cheminante. Et il est question, à l'occasion du théâtre que j'ai construit ici, et de mettre en scène cette œuvre théâtrale. Et puis, ce qui a été pour moi une véritable écriture, ça a été le roman que j'avais commencé à écrire sous le titre « Zombie goûter sel ». La légende du zombie. Ça m'a beaucoup attiré, la légende du zombie. Et j'ai toujours voulu savoir ce que c'était vraiment que le zombie. Parce que tous ceux que j'ai rencontrés ont à peu près la même optique, la même idée de ce que c'est que le zombie, de la nature du zombie. Alors que moi-même, je pensais que le zombie participait de la transplantation des mythes d'une culture d'un continent à une île de l'Afrique, à Haïti, et que cette transplantation de culture a donné lieu à des mythes, à ce qui était une réalité en Afrique et qui est devenu un mythe en Haïti. Et je me suis toujours retrouvé en train de me battre avec mes compatriotes, mes congénères, sur la véritable nature de ce que c'est qu'un zombie. Et je suis arrivé à leur dire que le zombie, le mot zombie d'abord, étymologiquement, vient de l'appellation du fleuve le Zambèze. Nous retrouvons dans Zambèze, ZMB, les consonnes que l'on retrouve aussi dans zombie. Mais le Zambèze était connu pour être aussi le zombie, c'est-à-dire le dieu zombie. C'est-à-dire encore la manifestation de la première religion du monde. La religion, l'adoration, la vénération de la nature. La vénération des fleuves et des rivières qui donnaient par symbolisation naissance
à l'image du serpent. Le fleuve, par symbolisation, devenait le serpent. Et le serpent était le symbole mythique du fleuve qui était considéré comme la divinité majeure des riverains de la région du Congo. Beaucoup de gens du Congo ont été transplantés en Haïti à une époque où la culture du sucre était une culture très recherchée, où le sucre était considéré comme un produit qui faisait la richesse des producteurs. Et on avait fait venir de la région du Zambèze une grande quantité d'esclaves qui se faisaient appeler des zombies en mémoire de leur dieu zombie. Vous savez, dans toutes les religions, les adeptes d'une religion portent le nom du dieu de leur religion. Les chrétiens qui vénèrent le Christ s'appellent bien des chrétiens. Ceux qui vénèrent Mahomet s'appellent bien des mahométans. Ceux qui vénèrent le Bouddha s'appellent bien des bouddhistes. Et ceux qui vénèrent le dieu zombie s'appelaient donc le zombie. Mais le zombie se trouvait être la classe la plus qui était au dernier échelon de la société. C'était vraiment la classe qui travaillait durement à la coupe de la canne à sucre. Et le zombie a été donc le symbole de ce qu'il y avait de plus pauvre, de plus misérable. Et dans la société haïtienne de l'époque. Il y avait au Congo, dans cette époque, des sociétés d'initiation où les jeunes étaient conviés dans la forêt pour recevoir une éducation, une formation qui devait les transférer à l'âge adulte, qui devait en faire des adultes. Et ces jeunes étaient dans la forêt, avaient été concentrés dans la forêt pendant le temps de leur initiation. Et à la sortie de leur initiation, comme viatique, on donnait aux jeunes une poignée de sel qui leur permettait de vivre un peu leur vie grâce à cette monnaie, car le sel était considéré comme une monnaie d'appoint à l'époque en Afrique, dans le sud de l'Afrique. Il n'y avait pas de sel. Le sel, c'était un produit qui se trouvait dans le Sahel et qui était un produit qui était très prisé et était considéré même comme de l'argent
et qu'on échangeait contre d'autres produits. Donc, on donnait le sel à ces jeunes qui sortaient du bois sacré et de la forêt comme une sorte de viatique pour leur permettre de vivre leur vie adulte. Et c'est de là qu'en Haïti, tout ce rituel de la société secrète, de la société d'initiation, est devenu un mythe qui est devenu le mythe des zombies. Et c'est ainsi que le sel est devenu comme le produit qui permet aux zombies de regagner sa conscience perdue. Il n'a jamais été question d'une réalité. C'est tout ce rituel qui a existé parmi les zombies, qui étaient les riverains du fleuve Zambèze. Tout ce rituel s'est transplanté en Haïti et s'est transformé en un mythe qui est devenu le mythe du zombie. Vous savez, pour moi, ce n'est pas seulement Haïti qui devrait connaître cette voix. J'ai effectivement à l'esprit une voix, la représentation d'une voix qui permettrait à un pays de se développer et de changer d'allure et d'aspect. Pour moi, c'est l'art. L'exercice des activités artistiques, de toutes les activités artistiques, que ce soit la musique, la danse, la peinture, la sculpture, l'architecture, l'écriture. Parce qu'il y a un principe commun qui est à la base de toutes ces disciplines artistiques. Et ce principe commun, il faudrait que toute la population arrive à le connaître et à le vivre afin de retrouver une dynamique collective. Et ce principe commun, moi je l'appelle, dans mon langage, la concordance universelle des rythmes. Car les rythmes sont dans tous les arts. C'est grâce au rythme que l'on peut pratiquer un art quelconque. Le rythme est en tout. Il est dans l'écriture, dans la poésie, donc. Il est dans la danse, dans la musique, l'architecture, les arts plastiques, donc. Donc, ce que je vois, moi, c'est de créer des cellules artistiques ou des centres d'études ou des centres de formation artistique dans tout le pays, dans toutes les villes, qui permettent aux gens de dynamiser, d'activer leur imagination grâce à la pratique rythmique qui se trouve à la base de chacune des disciplines artistiques. J'ai fini par développer et avoir ce principe de la concordance des rythmes. Et je l'explique de cette manière, si vous voulez bien que je poursuive. L'être humain, il est fait de rythme.
si le cœur cesse de battre et perd son rythme, l'être humain débouche sur l'immobilité et la mort. S'il est seulement malade du cœur, mais les autres rythmes de l'organisme sont affectés par une défaillance rythmique, soit du cœur, soit de l'intestin, soit du sang, soit des rythmes cérébraux. Donc, tous les rythmes ont une concordance entre eux. Lorsque nous marchons, nous mettons un pied devant l'autre et les bras se trouvent des bras ballants qui ont des saccades dans des directions différentes, mais quand même qui ont une concordance dans le mouvement. Et pour moi, c'est le rythme. Et il est aussi en contact avec la nature, avec la végétation. Le rythme des saisons est en contact avec la nutrition humaine aussi. Et le rythme des sidérales, la lune, les étoiles, le soleil, ont un effet vital pour l'organisme humain aussi, c'est connu. Donc, il nous faut d'abord vivre dans un principe commun, un principe collectif qui nous permet de nous dynamiser et de dynamiser notre imagination. Pour moi, c'est ça que je commencerai par faire en Haïti. Et pour moi, l'insularité est quelque chose d'assez négatif, dans un sens, dans le sens physique du terme. Quand on est un insulaire, il est difficile d'accéder à un autre monde, au monde continental, parce qu'on ne peut y aller, et on ne peut y accéder que par un paquebot ou bien par avion. Mais on ne peut pas se servir de ces vitiello, comme on dirait en Haïti, c'est-à-dire de ses pieds, marcher pour aller de son île dans un autre pays. En Afrique, les gens circulent beaucoup, en voiture, en vélo, à pied, pour aller d'un pays à l'autre. Les gens de Burkina Faso viennent au Sénégal, ou bien au Mali, à pied, ou en vélo, ou en voiture, ou à cheval. Tandis que telle n'est pas la situation de l'insulaire. L'insulaire ne peut pas se déplacer de cette manière pour aller d'un pays à l'autre. Alors physiquement, l'insularité est un facteur négatif. Mais on ne peut rien contre cela. On est insulaire ou on ne l'est pas. Et on doit le subir, et on est obligé de le subir et de s'y faire. Mais il y a une insularité mentale aussi. Et l'insularité mentale, c'est le fait, c'est les possibilités d'accéder à la culture de l'autre aussi, et à d'autres cultures que celle dans laquelle on baigne. On baigne dans sa propre culture et dans ses traditions. Et il faut que beaucoup de choses changent
pour que l'on puisse accéder à une autre culture. C'est-à-dire il faut aller à l'université, il faut faire des rencontres avec des étrangers, organiser la rencontre. Et cette insularité-là, eh bien, elle n'est pas véritablement ce n'est pas un facteur négatif. Parce que l'insulaire a une propension, une vive propension à connaître l'au-delà de ses rivages, l'au-delà de son île. Et c'est une dynamique, ça lui permet une dynamique de recherche pour connaître l'ailleurs. Voilà ce que je vois et comment je peux interpréter l'insularité.